Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau RPG A Day, JDR un jour dans la langue de Maître Gims, et aujourd'hui on va parler du mot petit, et pour le mot petit on va parler du JDR avec les enfants. Et oui, quel rôliste n'a jamais rêvé d'initier ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, son voisin et sa voisine au jeu de rôle? Eh bien oui, c'est vrai, c'est un fantasme de rôliste, mais c'est pas forcément si facile que ça et ça demande pas mal d'adaptation. Plus même que de chercher le bon jeu, il faut parfois trouver la bonne adaptation. Autant ça m'est arrivé assez rarement de devoir jouer avec des enfants dans mon cadre privé, ludique on va dire, autant dans le cadre professionnel ça m'arrive très régulièrement, toutes les semaines en fait. Du coup ça pourrait être intéressant que je vous partage un peu ça et que vous fassiez des retours de votre propre pratique également. La première fois où je l'ai mis vraiment en place, ça a été justement avec ces enfants qui ont des problèmes comportementaux, donc 7 à 9 ans, et je le faisais rentrer dans la case des mathématiques, parce que vous le savez, dans l'enseignement, il faut que tout rentre dans des cases, et donc le plus simple pour moi, c'était de le faire rentrer dans la case maths, parce que on lançait un des 20, on faisait -2, +1, etc. Ma difficulté c'est 10, de combien tu dépasses, voilà. Je l'enrobais un petit peu avec des maths, mais je m'en servais surtout pour analyser un petit peu les comportements et les relations, les interactions qu'il y avait à table. Quand je vous dis problème de comportement, c'est quand même des enfants qui ont un passé un peu difficile, et qui ont des interactions entre eux qui sont toujours violentes en fait, c'est-à-dire que le moindre regard de travers, ça me met le feu aux poudres et ça peut partir très très loin dans les insultes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir un petit peu comment ils agissaient, comment ils rentraient dans le personnage, et comment ensuite, quand la partie était finie, quand on en reparlait un petit peu, comment ils arrivaient à s'extirper de leur personnage, de prendre du recul, de juger les actions de leur personnage et pas d'eux-mêmes, et les interactions avec les autres. Et c'est là qu'on voyait qu'on avait des enfants qui ne pouvaient pas du tout se piffer dans la vie réelle, mais qui pourtant arrivaient à jouer des personnages qui s'entendaient bien et qui travaillaient ensemble. La première observation que j'ai eue, donc c'était pour la tranche d'âge 7 ou 9, je vous le rappelle, c'était que il fallait pas faire trop compliqué avec le système. Véritablement. C'est-à-dire qu'au début, j'étais parti sur le chronique oublié. Finalement, on a détourné sur le chronique oublié mini. 3 compétences, 3 caractéristiques, ça suffisait largement. Force, intelligence, agilité, ça suffit, ça parle bien. Pas besoin de multiplier ça. Et ce qui était très utile surtout et très important, c'était la fiche de personnage, comment elle était organisée, comment elle était présentée. Les deux choses que je vous recommande pour jouer avec des enfants sur une fiche de personnage, ce sont les couleurs et les icônes. Par exemple, l'intelligence en bleu, l'agilité en vert, la force en rouge, la petite icône d'épée devant l'attaque, la petite icône de bouclier devant la défense, et le petit cœur sur les points de vie. Je trouve ça indispensable aujourd'hui pour jouer avec des enfants, surtout en cette tranche d'âge-là, donc finalement assez jeunes, primaire. Ils ont besoin d'avoir des repères visuels. Ça les aide beaucoup à se structurer, à un petit peu comprendre comment fonctionne leur feuille de personnage. Dans le feuille d'action, il peut y avoir des enfants qui ont des problèmes de lecture, des enfants qui ont des problèmes de spatio, on va dire, quoi, d'organisation, de savoir comment ça se positionne, et du coup, leur mentionner techniquement ce qu'ils doivent regarder avec un code, couleur ou icône, ça leur fait gagner beaucoup de temps, ça les rassure énormément également, et ça les fait rentrer beaucoup plus dans le jeu, et ça évite qu'ils en sortent également, en cherchant partout sur leur feuille, en essayant de lire, en je comprends pas, c'est où, etc. On a beaucoup moins de problèmes de c'est où, quand on donne une couleur ou une icône. Pensez génération numérique. Ça veut pas dire qu'il faut simplifier à outrance, c'est pas du tout ce que je dis, hein. C'est véritablement qu'il faut comprendre les besoins d'aujourd'hui, en fait, dans la structuration et la fiche de personnage. C'est hyper important, c'est véritablement le lien qu'il va y avoir entre vos enfants avec qui vous jouez et la partie, le jeu en fait, l'univers, la narration. Ils ont beaucoup plus besoin de cette passerelle peut-être que nous, dans ce genre de jeu qui a des compétences, des caractéristiques, etc. Ça c'est assez important. Donc voilà, soignez la fiche de personnage et ne partez pas dans des descriptions beaucoup trop longues. L'action va être très important. En 30 minutes, vous pouvez faire scène de découverte d'un petit souci, une petite enquête, une petite poursuite, et un combat à la fin. En 30 minutes, ça passe très très bien, et généralement, ça évite qu'ils s'ennuient ou qu'ils essayent de prendre un peu trop le pas sur la narration au détriment des autres. Également, ce qui est très intéressant pour vous, c'est de regarder les interactions entre vos petits joueurs et vos petites joueuses, voir un petit peu comment ça se met en place. C'est plus là-dessus qu'ils vont avoir besoin d'un coup de pouce ou d'être aiguillés, d'avoir de l'aide, beaucoup plus que la narration, les idées, l'imagination, la mécanique. Véritablement, là où ils ont un peu plus de mal, c'est en fait leurs interactions entre eux. Ils ont parfois tendance à faire des choses un peu tout seuls, pas forcément trop parler et ne pas laisser de place aux autres, mais plus faire des choses un peu seuls, sans prendre en compte les autres, et c'est là-dessus qu'ils vont avoir besoin d'un petit coup de pouce pour les centrer et les aider à progresser dans le jeu de rôle. Il y a un vrai intérêt
à utiliser le jeu de rôle dans l'éducation, que ce soit bon, pour les mathématiques, hein, on l'a vu, pour tout ce qui est éducation civique, les interdits, les droits, les devoirs, le comportement avec les autres. On peut beaucoup discuter de comment notre personnage s'est comporté. Du coup, c'est pas nous qui nous sommes comportés ainsi, c'est le personnage qui se comporte ainsi. Ça donne un recul très intéressant et qui est beaucoup plus facile pour les enfants de pouvoir juger. Également, c'est très intéressant si vous le mettez en place en histoire. On peut discuter un petit peu du château fort, de la vie dans le château fort, comment on va construire, comment on résiste à une attaque, etc. Et ensuite de le jouer, véritablement. On va jouer une création de château fort, une vie dans le château fort, un mystère dans le château fort. Et ainsi, on va réutiliser les métiers qu'on a vus, on va réutiliser le vocabulaire qu'on a vu. On peut mettre une liste de vocabulaire à placer dans la partie, par exemple, des mots qu'on a appris en cours d'histoire. Et ça peut aussi servir à se rendre compte des difficultés et de chercher des solutions, en fait, par rapport à une période historique. On peut par exemple jouer une certaine période et puis relever, ben non, là tu peux pas le faire parce que ça n'existait pas. Du coup, comment tu vas faire? Quelle solution tu vas trouver? Je l'avais utilisé pour la naissance de l'écriture. J'avais fait un jeu de rôle pour la naissance de l'écriture, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de communiquer en écrivant ou de faire des contrats de vente, par exemple, mettons. En écrivant, ils devaient trouver un autre moyen, et le premier moyen qui est venu du coup, ça a été de faire des dessins, et à partir de là, on a essayé de simplifier, de faire ça beaucoup plus vite, comme on pourrait faire encore plus vite que de faire une belle vache bien dessinée, etc. Et finalement, ils ont, entre guillemets, réinventé l'écriture en partant de ce postulat-là et en prenant ces rôles-là. Si j'ai un jeu de rôle à vous conseiller pour jouer avec des enfants, alors évidemment, j'ai beaucoup aimé Petit Détective de Monstres, j'ai pas mal aimé aussi Chronique oubliée Mini, c'est ceux qu'on cite souvent. Moi, j'aimerais en citer un qu'on cite pas souvent, et qui pourtant j'utilise de façon hebdomadaire, je vous le disais, avec des enfants qui ont des soucis moteurs ou même de lésions cérébrales, c'est Run Die Repeat. Run Die Repeat est un jeu qui est plutôt narratif, on va dire, et qui pourtant a les mécaniques du jeu de rôle que nous aimons tant, qui est celle de lancer les dés. Alors pour le coup, on n'en lance qu'un seul, c'est un dé à 6 faces en plus, donc c'est assez facile à trouver comme matériel. Et il existe même des dés à 6 faces en mousse, assez gros, donc il y a plusieurs tailles, donc c'est assez sympa pour les enfants d'avoir un gros dé à lancer, et ça les aime beaucoup. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, le ou la maître de jeu va présenter une situation un peu cauchemardesque, on va dire, où les personnages sont enfermés. Ils sont enfermés dans une salle de classe, par exemple, et ils doivent s'enfuir du collège, mettons. Le premier joueur, ou la première joueuse, va recevoir le dé, et va décrire comment lui va essayer de sortir de cet endroit. Il va, par exemple, essayer de prendre son téléphone et appeler les secours. C'est n'importe quoi. Voilà. Une fois qu'il a donné son idée, fait sa description, il lance le dé. Sur un 6, son action réussit, et la narration va avancer, le maître de jeu va décrire la suite de la narration jusqu'au prochain obstacle. S'il fait 5 ou moins, ça ne fonctionne pas. Alors dans Run Die Repeat, on meurt, et on recommence, ça a la mécanique un petit peu des jeux vidéo, vous savez, les Die and Retry, où en fait, on arrive devant une difficulté, on meurt, mais à chaque fois, on commence à comprendre comment ça fonctionne et comment on va la passer. Ben, c'est un peu pareil, c'est un peu la même mécanique. En fait, les personnages, tant qu'ils ne font pas ci, s'ils meurent devant une difficulté, ils doivent recommencer en changeant l'idée et l'approche de cet obstacle. Si j'ai utilisé mon téléphone, par exemple, pour appeler les secours, je ne peux plus utiliser mon téléphone pour appeler les secours. Le prochain joueur prend le dé et va trouver une autre façon de faire. Il va essayer de grimper en haut, de passer par une fenêtre, ou quelque chose comme ça, voilà. Mais le but du jeu, c'est d'essayer des choses différentes pour passer notre obstacle. Les parties sont chronométrées, donc si les joueurs et les joueuses n'arrivent pas à sortir avant la fin du chrono, eh bien, ils ne sont pas sortis du cauchemar, en fait. Et ça permet, sur 20 minutes, mettons, de mettre 3 obstacles. D'accord, 2-3 obstacles, vous modulez un petit peu la difficulté par rapport au temps que vous voulez mettre au public en face de vous. Et Run Die Repeat, ça a plusieurs avantages pour être joué avec des enfants. Déjà, il n'y a pas de fiche de personnage, donc on n'a pas ce problème de représentation spatiale qui peut poser souci, qui peut perdre un petit peu les enfants, ou qui peut perdre du temps lors de la partie à chercher des choses. Il n'y a pas de calcul mental à faire, hein. Vous lancez le D6, vous voyez, ça joue facilement, je vous ai dit, avec un seul D6, ça se trouve facilement. Et en plus, vu que chaque joueur va jouer chacun son tour et décrire son action chacun son tour, s'il ne réussit pas, il passe le dé. Si fait que la parole tourne vite, c'est très cadré, très codifié. C'est-à-dire que voilà, la personne qui a la parole, on ne la coupe pas. Alors oui, c'est sûr qu'on perd la sympathie des interactions entre les joueurs, si ce n'est que on va souvent rigoler d'une situation, on va souvent rigoler de la mise en scène de la mort par le MJ, on va s'amuser, on va donner des conseils aux autres, on va dire, réagir, non, ça on l'a déjà fait, tu peux pas, etc. Donc, il y a quand même des interactions à table. C'est sûr que c'est pas des interactions dans la fiction, mais c'est des interactions qui parlent de la fiction. Et c'est très intéressant aussi.
Donc voilà, Run Die Repeat, très sympa parce que ça met en place des parties très vite, il n'y a pas besoin de préparation, pas besoin d'avoir des plans, des machins, non, on peut inventer un contexte de cauchemar, on va dire, comme ça sur le pouce, en un petit D6, on met les enfants autour de la table, on peut jouer à 6-7 en fait, très facilement, et c'est très sympa, et surtout c'est un jeu que les enfants peuvent comprendre et apprendre très vite, et remettre en place eux-mêmes très vite, ils peuvent très vite eux aussi inventer des nouvelles situations, des nouvelles façons de mourir. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est pas forcément de dire run, die, repeat, hein, mais moi je faisais un run, fall, repeat, c'est-à-dire que les personnages tombaient et s'évanouissaient, et ne mouraient pas en fait. Quand ils échouaient, je décrivais comment ça avançait, la situation, et qu'à la fin ils finissaient par tomber et s'évanouir. Si ça vous intéresse, on a 2 parties de Run Die Repeat sur une vidéo qui dure 1 heure je crois, donc ça fait 2 parties de 30 minutes, et vous verrez qu'on comprend très vite les mécaniques. C'est un jeu qui est très bien du coup pour être joué avec des enfants, des ados, et aussi très bien pour jouer avec vos collègues, pour les initier au jeu de rôle, c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y a pas tout le côté grosse mise en place, grosse explication de la feuille de perso, de l'univers, etc. On comprend assez vite comment ça fonctionne, et c'est assez fun finalement de varier les situations. Donc voilà, si je résume, soignez un petit peu votre fiche de personnage, si vous en présentez une, mettez de la couleur, mettez des icônes, ça servira énormément aux enfants, aux personnes en situation de handicap. Et n'hésitez pas à aller, surtout au début, sur des jeux qui sont un peu plus narratifs, c'est pas mal, vous verrez, on survit très bien. Des jeux qui se gèrent un petit peu comme ça, où la parole tourne, etc. Ça apprend les mécaniques du jeu de rôle, ça apprend à se mettre à la place de quelque chose d'autre, ça apprend le tête de l'esprit, et pour démarrer, c'est pas mal, parce que finalement, c'est tout ce qu'on demande. C'est peut-être le plus difficile, c'est prendre en compte la parole des autres, et arriver à se figurer l'univers. Donc, il y a des jeux narratifs comme Run Die Repeat, qui s'y prêtent très bien. Je vous remercie d'avoir regardé ce RPG A Day numéro 7, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.